Comment être eux-mêmes et pas seulement Une émission où on est tous optimistes et confiants. Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Bienvenue chers amis, Talk Show, c'est votre moment de détente où on va parler en toute simplicité de santé mentale, une émission où on est tous optimistes et confiants et j'espère que vous, à la fin de cette émission, vous serez également optimistes et confiants grâce à Annabelle qui va nous parler d'art-thérapie. Oui, je vais vous emmener à plaisir, mais c'est pas vraiment de l'art-thérapie, c'est un petit peu autre chose. D'accord. À plaisir, donc on va prendre du plaisir. Vous allez prendre du plaisir à plaisir. Dans le 78. Mais voilà, c'est un atelier d'art plastique et puis vous verrez un petit peu... Tu nous en diras plus tout à l'heure. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Tout à l'heure, mais on sera là effectivement. Et puis grâce à Stéphane évidemment qui va nous parler de deux femmes extraordinaires. D'une belle histoire. Une belle histoire que l'on va aborder tout à l'heure ensemble, en long, en large et en détail. Et t'allais dire en travers, mais non. Mais non. Et grâce à notre invitée du jour, Sabrina Palumbo-Gassner, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Et j'espère que vous serez aussi optimiste et confiant un petit peu grâce à moi aussi. Enfin, je vais essayer, hein, ça ne va pas être facile. Alors Sabrina, tu as écrit un ouvrage que j'ai ici qui s'appelle La voie du rétablissement, dont on va parler dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu ? Qui je suis? Alors, c'est toujours difficile de se présenter. Par quoi commencer? Je vais commencer par ma casquette de maman. Voilà, je suis maman de deux petites filles en bas âge. Aujourd'hui, je suis coach en libéral, spécialisée dans l'accompagnement des relations douloureuses à la nourriture. J'ai aussi un travail de père aidante ou médiatrice santé-père dans un dispositif ACT, donc d'appartement coordonné thérapeutique, le Un chez soi d'abord Paris. Je suis marraine d'associations, de 22 associations de patients et familles concernés directement ou indirectement par les troubles alimentaires. Et je suis co-créatrice de l'application Koala Family, qui est une application destinée à soutenir la parentalité et prévenir le burn-out. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de... beaucoup de pièces. Je ne sais pas lequel prend le plus de temps. Est-ce que c'est peut-être celui de maman parce que tu viens d'avoir une petite fille, c'est ça hein Oui, j'ai deux enfants en bas âge. Elles ont 1 an et 3 ans. Ça prend beaucoup d'énergie, effectivement. Et sinon, pour finir de me présenter, puisque voilà, j'ai beaucoup parlé des troubles alimentaires, je suis aussi une ancienne patiente. J'ai souffert moi-même d'anorexie et boulimie pendant 15 ans. J'ai un long parcours marqué par de multiples hospitalisations, un long parcours en psychiatrie. J'ai connu l'internement pendant 1 an. Et donc aujourd'hui, de tout ça, en commençant d'abord par de la pérédance bénévole, je me suis professionnalisée et j'en ai fait mon métier. Finalement, je suis devenue un petit peu une ambassadrice ou une experte du vécu que j'utilise comme outil professionnel pour accompagner mes pairs, des personnes concernées par des difficultés semblables. Je n'ai plus de questions. C'est parfait. À demain. Non, pas du tout. Tu disais que tu étais coach spécifiquement dans l'accompagnement dans les relations douloureuses à la nourriture. Ça consiste en quoi ce job? Alors déjà, c'est le principal public que j'accompagne, mais il y a aussi des personnes qui viennent me consulter pour d'autres problématiques. Et notamment, je propose également, ça c'est un peu plus nouveau, des entretiens en médiation santé-père, puisqu'aujourd'hui je suis père aidante en santé mentale, donc des personnes qui viennent me voir parce qu'ils veulent aussi démarrer la père aidance, ou ils veulent des conseils sur comment écrire un livre, comment trouver mieux s'orienter professionnellement. Donc j'accompagne aussi sur d'autres types de problématiques. Mais sur l'accompagnement des troubles alimentaires, parce que appelons un chat, hein, c'est... les relations douloureuses à la nourriture, j'ai appelé ça comme ça, puisque le trouble peut être avéré ou pas. Donc quand il est avéré, on parle de troubles alimentaires. Les principaux sont, les plus connus en tout cas, sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Il faut savoir qu'il en existe beaucoup d'autres, dont on parle moins, des troubles dits atypiques. Et mon rôle en tant que coach, c'est de les accompagner et d'essayer de se fixer ensemble des objectifs qui vont être atteignables pour leur aider, pour les aider un moment sur leur parcours de rétablissement. J'ai pas vocation à les accompagner sur des années comme le ferait peut-être le psy, qu'il soit psychologue, psychiatre ou le médecin généraliste. Évidemment, je ne remplace pas ces gens-là, je m'inscris en complément.
et dans une prise en charge dite pluridisciplinaire. Donc je travaille en lien avec des diététiciens, des sophrologues, des psys évidemment. En fait, tu es même plus impliqué finalement qu'un psychiatre ou un psychologue, parce que si tu les accompagnes tout au long sur une période de vie, parce qu'une séance de thérapie, ça dure un instant, et après on ferme la porte du cabinet. Mais là, toi, quand tu accompagnes, c'est de quelle manière? Alors c'est pas faux, parce qu'en plus il y a un travail qui se fait en interséance. Enfin, on se met d'accord avant si la personne est d'accord ou pas, mais souvent j'envoie des propositions d'exercices, des outils ou des pistes de réflexion en fonction de ce qui s'est dit lors de la consultation, et qui permettent d'avancer aussi le travail et d'amener de la matière pour la séance d'après. Donc c'est vrai que le lien est peut-être un peu plus, je ne trouverais pas le mot qui... C'est complémentaire en fait finalement. Oui, non, mais c'est de toute façon, on travaille en lien, les professionnels travaillent en lien. C'est pas un lien médical, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est un lien humain. Évidemment, d'ailleurs, un de mes premiers rôles consiste à m'assurer que la personne ait un suivi médical et nutritionnel s'il faut. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans ce domaine, outre le fait que tu étais toi atteinte d'un trouble alimentaire, parce que j'imagine que toutes celles et ceux qui sont atteints d'un trouble et qui veulent s'en sortir ne deviennent pas coach. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir? Tout à fait. Vous savez, la première fois où j'ai été hospitalisée, j'avais une vingtaine d'années. Moi, je suis tombée dans les troubles, dans l'anorexie à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et une de mes premières questions, ça a été de demander aux soignants pourquoi il n'y a pas des anciens patients qui viennent nous dire qu'on s'en sort, qu'on guérit, qui viennent nous donner de l'espoir. Et on m'a répondu, quand on s'en sort, on ne veut plus jamais en entendre parler. Et c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'anciennes patientes décident de tourner complètement la page. Ça reste quelque chose de douloureux, dont on a envie, on s'en sort, c'est le passé, on veut plus en entendre parler. Et d'autres, comme moi, comme j'ai envie de dire mes deux témoins de mariage, qui sont l'une hypnothérapeute et l'autre sophrologue spécialisée dans les troubles alimentaires, d'autres personnes comme moi ont envie de rendre ce vécu utile à d'autres et d'en faire, d'utiliser ce savoir expérientiel pour vraiment peut-être avoir une compréhension plus... On est passé par là, on l'a vécu dans sa chair, donc il y a des choses qu'on est peut-être plus à même de comprendre, comme de parler, par exemple, d'entendre que de lâcher la maladie, c'est quelque part, il y a un deuil à faire parce qu'elle apporte beaucoup de bénéfices. C'est une carapace qu'on s'est construite pour se protéger, qui nous a même aidé à un moment donné à vivre, à survivre. Donc c'est dur de lâcher ça parce que c'est ce qui a fait. Donc de l'entendre de quelqu'un qui est passé par là et qui a eu à vivre ce deuil quelque part pour se dire j'ai toujours fonctionné comme ça, donc comment je vais faire pour fonctionner autrement? Et déjà de voir que c'est possible, il y a quelque chose qui peut se créer. En fait, il y a une vraie relation qui se crée. Et les personnes qui viennent me voir me disent tu es passé par là, donc tu es à même. Alors je dis pas que le fait d'être passé par là fait qu'on est à même de tout comprendre et qu'on a la solution à tout. C'est pas du tout mon discours, mais il y a en tout cas peut-être une relation de confiance qui s'établit plus facilement. Et est-ce que, alors moi j'ai une petite question, est-ce que le fait de coacher, ça ne vous coache pas aussi en même temps? C'est-à-dire que le processus de guérison et le fait de coacher les autres, est-ce que ça ne continue pas justement ce processus ou est-ce que ça n'a rien à voir? J'ai commencé par de l'associatif. Moi, sur le chemin du rétablissement, j'ai fondé une association qui était parrainée par le professeur Michel Lejoyeux, qui est psychiatre addictologue. En parallèle, j'ai écrit un livre témoignage. J'étais pas complètement rétablie. J'avais fait beaucoup de chemin par rapport à la maladie, mais j'avais encore quelques restes des troubles. Évidemment, j'ai mis en place des groupes de parole. J'ai découvert l'entraide entre pairs. Le fait d'aider les autres m'a aidée et je me suis guérie. En parallèle, évidemment, j'ai fait un travail sur moi, j'étais en thérapie, j'ai fait ce que j'avais à faire du côté des soins. Mais évidemment que le fait d'aider, en aidant, on reçoit. Est-ce que tu as été accompagnée par un coach toi-même? Non. Et est-ce que ça t'a manqué justement? Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Moi, j'ai un témoignage qui est...
Qu'est-ce qu'il est, c'est-à-dire j'ai un parcours qui est chaotique. J'étais une patiente très ambivalente par rapport aux soins, qui n'accrochait pas à la démarche, à ce qu'on me proposait. J'ai jamais compris l'intérêt de certains protocoles qu'on me demandait d'appliquer. J'ai été virée lors de ma première hospitalisation parce que je reprenais pas de poids et que... Carrément, on peut virer quelqu'un parce qu'il c'est peut-être un peu fort. Ne suit pas le protocole. C'est un peu fort comme terme, excusez-moi. On m'a expliqué que je n'étais pas prête à guérir. Ce que je peux entendre des années après, il y a d'autres personnes qui attendent la place, il y a très peu de... Il y a des listes d'attente, il y a des délais qui sont très longs. Donc effectivement, quelqu'un qui n'adhère pas à la démarche, qui ne reprend pas de poids, il n'est pas prêt à guérir, et il y en a d'autres qui sont peut-être qui attendent cette place pour guérir. Donc, mais ça a été très dur. Je me suis retrouvée dehors avec les mêmes problèmes et j'ai traîné la maladie. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. On m'a pas posé de questions sur une question bête. Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne veux plus manger? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il n'y a pas eu d'analyse psychologique du tout? J'ai pas eu cette chance-là. D'accord. Mais je l'ai fait sur le tard. J'ai franchi les portes d'un psychologue à l'âge de 30 ans. Où j'ai pu, en libérant aussi la parole, en écoutant d'autres témoignages par le biais de mon association, j'ai fait témoigner des personnes et d'écouter d'autres personnes à libérer ma parole, moi, en thérapie, où j'ai pu lâcher ce que j'avais à lâcher. Donc j'ai pu le faire après, mais c'est vrai que... C'est peut-être ça que tu permets aujourd'hui, finalement, pour celles et ceux qui viennent te voir, c'est que tu libères une parole, puisque tu connais bien le problème, donc c'est peut-être ça le petit truc en plus. C'est que tu es rassurante finalement. Ça, faudrait demander l'avis des personnes que j'accompagne. Quand tu t'es présentée, tu n'as pas dit que tu écrivais. Tu n'as pas dit j'écris des bouquins aussi. Parce que celui que j'ai présenté tout à l'heure, la voie du rétablissement. Les voies. Effectivement, c'est pas le premier ouvrage. Il y a eu L'âme en éveil, le corps en sursis qui est sorti en 2014, Troubles alimentaires, mieux comprendre pour mieux guérir, sorti en 2017, et le petit dernier, donc Les voies du rétablissement avec un X. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Alors c'est un ouvrage collectif. J'ai 6 contributeurs ou co-auteurs. C'est un ouvrage où je sors du trouble alimentaire, même si dans le second que vous avez cité, trouble alimentaire, mieux comprendre pour mieux guérir, j'abordais déjà des notions transverses aux troubles psy, tels que l'empowerment, le rétablissement. Et dans cet ouvrage, mon souhait, c'était de donner la parole à des personnes qu'on entend peut-être un peu moins. Moi, j'ai eu la chance d'être éditée, d'avoir publié mon témoignage, d'avoir exprimé ce que j'avais envie d'exprimer. Donc j'avais envie de donner la parole à d'autres et de montrer toute la richesse du rétablissement sous toutes ses formes. Il y a un témoignage dedans d'une personne qui a un parcours dans les TCA, donc c'était important pour moi qu'il y en ait un quand même. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. TCA, c'est le trouble du comportement alimentaire. Oui, exactement. Il n'y a pas que ça. Il y a, alors chacun des témoignages porte un titre. Par exemple, Catherine Brett, je crois qu'elle parle de fluctuation bipolaire. Alors j'ai peur de me mélanger parce que là, j'ai plus tous les témoignages. Tu veux que je te prête? Oui, je vais le relire. Il y a un des témoignages qui s'appelle Les pièces du puzzle, qui est écrit par Cécile Glaser, qui a en plus un double regard parce qu'elle a été soignante en psychiatrie et concernée, donc on dit usagée de la psychiatrie. Il y a Joanne Sidaoui qui écrit Révolutionner le soin. Donc voilà, on y trouve différents témoignages, différents parcours de rétablissement, des clés de rétablissement. Il s'adresse aux personnes concernées, mais aussi aux proches et aux professionnels qui ont envie de mieux comprendre pour peut-être mieux accompagner. Pendant longtemps, j'ai parlé de rémission. Je me disais en rémission. Et puis un jour, je me souviens très bien de cet été-là, alors je n'ai pas la date en tête exactement, j'ai pu dire dans les yeux à mon papa, « Papa, je suis guérie ». Ça a été très fort pour moi d'employer ce terme guérison parce que je ne me l'autorisais pas, puisque dans les troubles alimentaires, il faut savoir qu'il y a beaucoup de rechutes. La rechute fait partie du processus de guérison et on ne sait jamais à quel moment c'est fini, on ne va plus rechuter. Donc j'ai eu du mal à le dire, mais cet été-là, je savais que j'étais guérie. Et c'était fort pour moi de le dire à mon père, parce que mon père, c'est celui qui a signé l'HDT pour hospitalisation sur demande d'un tiers. Donc j'ai été hospitalisée sous contrainte pendant 1 an. Et puis depuis, j'ai vécu des moments difficiles, comme chacun. On a tous, dans la vie, on rencontre des vagues qui sont douloureuses. Notamment en 2020, il y a eu cette histoire de confinement qui est venue quand même réveiller des choses chez moi. Et en sortie de confinement, alors j'étais en plus en plein congé maternité de mon 2e enfant et j'ai eu un choc émotionnel, je vais dire ça comme ça. Donc on va dire que tout
tout était là pour que je rechute. Et finalement, je sais aujourd'hui que je ne rechuterai pas, puisque j'ai su à ce moment-là me dire, il y a comme des warnings qui se sont allumés, et je me suis dit, là je me sens un peu fragile. En fait, je connais tellement mes forces, mes ressources, mais aussi mes fragilités, mon talon d'Achille, mon terrain, qu'aujourd'hui je sais que pour rien au monde je retomberai dedans. Et je peux avoir, comme tout le monde, des jours avec, des jours sans, des jours où je suis fatiguée, des jours où j'ai une humeur massacrante, des jours où je suis, je sais pas, enfin, comme tout le monde, ou des jours où je suis optimiste. J'ai fréquenté, alors ça me fait rire le titre de votre émission, moi j'ai fréquenté la Ligue des optimistes de France. C'est un truc, qui est né en Belgique et c'est très sérieux. Ah, mais les Belges sont forts quand même. Et il y a beaucoup d'auteurs, de conférenciers. Moi, je me suis nourrie au contact des autres sur mon chemin de rétablissement. J'ai fréquenté les optimistes. Je fais partie, j'ai même ma carte d'adhérente des optimistes. Et je me suis tournée vers le développement personnel, tout ça, et ça m'a nourrie. Donc, grâce à cet optimisme aussi, tu sais que... L'optimisme, c'est un carburant du rétablissement. Et j'ai envie de dire que l'espoir, c'est le moteur. On va parler de moteur alors. Bon, je voulais commencer avec Annabelle, mais on va parler de moteur avec Stéphane. Bah oui, pourquoi pas, mais d'abord, moi j'avais envie de vous amener en Jamaïque. La Jamaïque, c'est sympa, on va rêver un peu, on va voyager et vous donner cette petite citation, pas petite, cette citation, tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. Pourquoi la Jamaïque? Parce que c'est une phrase de Bob Marley et c'est la citation préférée d'une femme que nous allons rencontrer aujourd'hui qui s'appelle Cécile Avis et qui a embarqué dans une aventure magnifique une collègue qui est devenue une amie, qui s'appelle Mélène Van de Nabel. Et quelle aventure elles font ensemble, ou elles vont faire ensemble, c'est tout simplement le rallye des gazelles, le rallye Aïcha des gazelles au Maroc. Donc, je vous fais voyager, hein, oui, je vous l'avais dit. Voilà, de la Jamaïque au Maroc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en regardant, et on reviendra sur ça, mais le rallye Aïcha des gazelles dit sur son site que c'est dans la perte des repères que les gazelles, les filles qui participent à ce rallye, retrouvent leur vraie valeur. Donc il y a un parallèle évident entre ces deux femmes et ce rallye, cette aventure. Pourquoi elle a lieu? C'est tout simplement parce qu'elles ont décidé de parler des personnes handicapées, en situation de handicap psychique. Et au travers de leur participation au rallye Aïcha des gazelles, éveiller les consciences, interpeller les pouvoirs publics et rappeler le rôle fondamental du travail dans l'équilibre quotidien des gens. Et dans le fait aussi, elle voulait aussi rappeler que travailler pour ces personnes en difficulté, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Et comme leur job à elles, c'est d'être monitrice, c'est d'accompagner ces personnes au sein de l'ESAT Cotra. Là où elles travaillent justement, Mélène et Cécile, il y a 105 personnes qui sont accompagnées et qui vont toucher à différentes activités, soit au sein de l'établissement, soit à l'extérieur de l'établissement. Ces 105 personnes travaillent en entreprise aussi. Exactement, et souvent elles leur remettent, en fait l'ESAT Cotra remet le pied à l'étrier à ces personnes, leur permettent parce qu'elles ont un trouble passager ou continu, de pouvoir s'insérer, pouvoir avoir du lien social, retrouver de l'équilibre, c'est une vraie insertion professionnelle. Exactement. Donc Mélène et Cécile, on est allés les rencontrer au sein de leur établissement et elles vont nous raconter leur démarche et le pourquoi de leur participation au rallye Aïcha des gazelles. On regarde ça. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'ESAT Cotra. Bienvenue. Alors c'est vous, les Cotrazelles, cet équipage féminin qui va porter haut et fort les couleurs. Bien sûr, c'est nous deux. C'est ça. Alors d'où elle vient cette idée Alors moi depuis très très longtemps je pensais faire ce rallye déjà. Ça fait des années qu'il était dans ma tête, suite à des problèmes de maladie, de longues maladies aussi moi personnellement. Donc j'ai aussi moi-même traversé le désert, je dirais. Donc effectivement, ce rallye trottait dans ma tête, mais je ne voulais pas partir pour moi personnellement. Je voulais défendre une cause à ce moment-là, si je faisais ce rallye. Et donc le rallye Aïcha des gazelles, c'est un équipage de 2 femmes. Vous avez embarqué Mélène, c'est ça? Bah oui, elle m'a embarqué comme ça, en me disant ça te dirait de le faire, et tout de suite j'ai répondu oui. C'est important par ce projet-là de les mettre en lumière. Pourquoi? Alors le handicap psychique est mal vu, mal perçu
il est souvent très négatif. Dans les séries aujourd'hui, on parle de troubles psychiques à toutes les sauces. Et malheureusement, ils sont très mal vus. Et c'était hors de question pour moi, quand j'ai intégré les AT il y a quelques années, je me suis dit, mais pourquoi on les perçoit aussi mal? Alors que moi, je suis arrivée là, j'ai rencontré des personnes formidables, bosseuses. Et je me suis dit, mais voilà, mon projet, il est là. Ils sont reconnaissants aussi, ils ont une grande forme de reconnaissance dans le sens où on parle d'eux positivement. On parle de leur métier, donc c'est assez incroyable pour eux, c'est rare. De leur capacité. Parce que souvent, ils sont perçus comme des incapables parce qu'ils sont handicapés, alors qu'ils savent faire plein de choses et que ça leur permet de les mettre en valeur. Vous saviez conduire ce genre de véhicule qu'on voit là ou vous l'avez Non, appris? Pas du tout. On savait conduire, oui, heureusement, mais un 4x4 aussi gros, non, jamais. En tout cas, et dans cette situation de sable et de cailloux, non, encore Alors moins. vous avez fait quoi? On a fait des stages. Des stages. On a fait un stage d'orientation déjà, parce que c'est que à la carte et à la boussole. Oui, le rallye Aïcha des Gazelles, c'est sans spécifique. GPS, c'est vraiment Oui. à l'ancienne, À on est dans le l'ancienne. dur. Oui. C'est ça. Et puis on a fait un stage aussi de conduite pour apprendre. Donc on n'a pas encore réalisé dans le désert pur parce que sûr. le stage qu'on a pu faire, on n'était pas dans le même milieu que va être le rallye. Mais ça donne déjà un petit aperçu des zones d'obstacles à franchir. On va essayer de leur montrer que quand on veut, on peut. Il faut se donner parfois les moyens, ils sont accompagnés, on peut aussi les aider. Donc je pense qu'on va leur montrer que quand on veut, on peut être costaud, quoi. Et au bout, il y a toujours une belle arrivée et la lumière, quoi, Tout à finalement, fait. que l'on cherchait. Bon, c'est vraiment super. On vous souhaite vraiment Merci. beaucoup de réussite pour ce rallye. Et puis que vous puissiez éclairer au mieux les ADCOTRA et la situation des personnes fait. que vous accompagnez tous les jours. Eh bien, on va le Merci faire. beaucoup. pour la Merci. démarche. Pas une petite voiture quand même, elle est énorme cette voiture, C'est- gros moteur, mais gros défi, énorme défi. Alors excuse-moi, je vais vous poser la question Ouais. à Sabrina, tu serais capable de relever un défi de cette taille? Aujourd'hui, je sais pas. Étant maman de deux petites filles, elles ont 1 an Oui, et toute 3 ans, petite, ouais. ça change beaucoup la donne. Il y a quelques années, pourquoi pas, ouais. Et je me souviens d'ailleurs de 2 collègues qui préparaient le rallye des gazelles, et c'est comme ça que j'ai connu cette aventure qui est extraordinaire, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et juste pour rebondir, il y a aussi 3 jeunes femmes qui sont parties faire une course dans les dom-toms, je ne me rappelle plus du nom de la course, mais c'est un peu sur le même principe, et qui ont fait cette course pour faire parler d'une des associations que je marraine. Je suis marraine des Solidarités Anorexie Boulimie, et elles ont choisi de parler des troubles alimentaires, de sensibiliser. Donc c'était aussi une course, un exploit sportif pour sensibiliser, donc sur un peu le même esprit. Mais c'est magnifique. C'est quoi. magnifique, ouais. C'est fou. Mais bon, là, elle reste là parce qu'à cause de la Covid. Alors justement, le rallye Aïcha des Gazelles, il a déjà été reporté 2 fois et normalement l'édition est maintenue en 2021. Elle aura lieu du 14 au 29 mai 2021. Elles ont leur fameuse voiture que vous avez vue, leur Toyota Land Cruiser, qui a Énorme. été offert par un partenaire. Et c'est ça qui est formidable dans cette aventure parce que un chiffre, selon l'OMS, 25% des Français vont être touchés par des troubles psychiques en 2020. Donc ça touche tout le monde, ça peut être nous, nos parents, nos enfants, nos amis, notre entourage proche. Et justement, quand elles ont contacté des sponsors, des partenaires, on va en détailler ça un petit peu après, mais l'un d'entre eux, qui s'appelle Marc Briot, qui est responsable de la société OPFM, Optimization Facilities Management, lui, il a déployé des moyens considérables pour leur trouver ce 4x4 et il y tenait particulièrement et c'est sans doute lié à son histoire personnelle parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais autour de nous, il y a plein de gens qui sont touchés de près ou de loin par ça. Les autres sponsors, puisque j'ai cité celui-ci, il y a également les œuvres Falleret, évidemment, GSK, YF Balayage, AGN, pour ne citer que. Effectivement, Mélène et Cécile, elles ont lancé une cagnotte en ligne pour récolter de l'argent. À la base, c'était pour amener aussi une quarantaine des 105 travailleurs
avec elles au Maroc. Mais les conditions sanitaires étant ce qu'elles sont, ce n'est plus possible. Elles ont maintenu la cagnotte. Il faut savoir que pour participer à cette course, il faut déjà un budget de 40 000 €. Rien que pour elles, elles comptaient récolter jusqu'à 100 000 €. Finalement, aujourd'hui, vous pouvez les retrouver, les soutenir avec cette cagnotte qui est toujours en ligne sur helloasso.com. Pourquoi? Parce qu'elles vont consacrer les 10 000 € qu'elles tentent de récolter à tout de même faire voyager un petit peu plus près en Europe les travailleurs pour leur faire partager effectivement cette course a posteriori parce que pour eux c'est quand même quelque chose de formidable, ça les fait vivre. Quand ils les croisent tous les jours, ils les appellent les gazelles, c'est ce qu'elles nous disent dans le reportage. Et voilà, c'est important de les aider à changer le regard de ces personnes-là. On peut tous être concernés. Bon, ben on espère qu'elles vont pouvoir partir et puis donc faire ce rallye parce que… Toutes les infos à retrouver si vous voulez les suivre, les soutenir, donc soit sur helloasso.com, soit sur leur page Facebook, ça sera plus simple, les Côtes-Razelles. Et effectivement, vous retrouverez effectivement le lien vers leur site internet qui décrit toutes les conditions, entraînement et autres qui les concernent. Bon, et tu disais, il y a une photo là comme ça d'elles sur le plafond. Et oui, parce qu'elles sont suivies par hélicoptère et si jamais quand elles sont suivies, on peut voir que c'est leur voiture, effectivement. On les reconnaît. Par le haut. Voilà. Donc, Mylène et Cécile, donc à suivre. Oui, mais elles sont formidables, donc on suivra l'aventure de près. Et pourquoi pas, on ira les revoir. Mais on t'enverra, ne t'inquiète pas, on t'enverra suivre le rallye des gazelles. Tu vas y aller. Oui, je pense que tu as envie de voir toutes ces femmes perdues dans le désert. Déguise-toi en gazelle. Le désert, le sable. Est-ce que toi, tu as des astuces quand justement tu avais des périodes un peu de crise? Est-ce que tu te réfugiais plutôt dans l'art, dans la littérature, dans des choses comme ça? Est-ce que tu avais des petites astuces? Alors moi, je suis une ancienne musicienne. J'ai fait 10 ans de piano et presque pareil, ou 8 ans de saxophone. Je faisais partie… Même pendant mes troubles alimentaires, je faisais partie d'un jazz band avec ma prof et j'ai une photo d'ailleurs que j'ai publiée sur mon Instagram où on voit que je suis quand même bouffie et je suis dans les troubles alimentaires mais ça me maintenait, ces moments d'échange, de partage. Donc la musique m'aidait, le sport à un moment m'a beaucoup aidé mais après bon, j'ai dû effectivement arrêter quand la maladie a pris trop d'ampleur. Et puis, sur le chemin du rétablissement, j'ai découvert des techniques. La mindfulness m'a beaucoup aidée. C'est quoi? La méditation de pleine conscience. D'accord. Voilà, dont aujourd'hui je me sers aussi dans les accompagnements que je propose. Je me forme à l'ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une thérapie issue des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales de 3e génération, donc celles qui sont plus fondées sur les émotions, l'accueil des émotions, travail sur les émotions. Donc j'ai d'abord expérimenté la pleine conscience en suivant le protocole MBCT. Je vais peut-être pas aller dans les choses un peu trop techniques. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai découvert des techniques. Après, ce qui m'a aidé, c'est les rencontres. Les bonnes rencontres, les rencontres fortuites, mes anges, comme je les appelle. J'ai rencontré beaucoup d'anges sur mon chemin de rétablissement. C'est Annabelle qui a rencontré des anges aussi, qui faisaient de l'art plastique. De l'art plastique. Avec Art Convergence. Art Convergence. Alors, Art Convergence, c'est une association qui travaille avec l'œuvre Falleret, en fait, qui fait des œuvres communes, qui en fait on mélange les artistes et les personnes souffrant de handicap psychique pour faire des créations d'envergure assez gigantesques. Donc là, on a poussé les portes d'un atelier. Donc c'était à l'hôpital de Plaisir, parce qu'en fait, normalement, c'est un atelier qui avait lieu au château de Versailles, mais avec la fameuse Covid, merci. Et il y avait plus de château de Versailles, c'est fermé. Donc Plaisir a ouvert ses portes et ils ont tous les jeudis un atelier d'art plastique et de son, parce que c'est une œuvre avec beaucoup de choses. Transversalité, c'est vraiment une œuvre globale artistique qui aura lieu à l'orangerie de Versailles. C'est un parcours sonore et visuel. Donc là, on va se concentrer sur la partie visuelle. Donc c'est parti, poussons les portes et on en parle après. Il faut de la concentration, il faut de l'habileté et il ne faut pas s'énerver.
Sinon, on rate ce qu'on est en train de faire. Moi, je m'occupe de l'association Art Convergence, qui est une association qui a pour objectif d'aider des personnes qui ont des maladies psychiques, handicap psychique quelquefois, à aller vers le rétablissement et l'insertion sociale à travers des projets artistiques. On travaille le plus souvent avec des artistes reconnus qui viennent déployer des projets à leur côté, qui prennent des formes qui changent en fonction des lieux de restitution qui nous sont proposés. C'est un projet commun qui s'appelle D'un commun accord, dirigé par Charles-Édouard de Surville et Virginie Yassef. Et ici, le jeudi, donc à Art Convergence, on travaille des maquettes et du son. En tant qu'artiste encadrante, donc j'assiste les personnes, je les aide à confectionner leurs maquettes. Ça me permet de faire quelque chose de manuel, j'adore les activités manuelles. Ça me permet de m'évader de mon quotidien, je pose mon cerveau à côté et je peux continuer à faire ma maquette. J'aime malaxer, j'aime travailler avec mes mains, j'aime l'objet final aussi et ça me fait du bien, quoi. Au fur et à mesure des ateliers, ils construisent une forme en 3 dimensions, d'abord en dessin qui vont retranscrire en 3 dimensions avec des baguettes de balsa. Et cette forme va être après élevée à une échelle supérieure, donc elle va devenir très très grande à l'échelle humaine. On essaie toujours que ce soit eux qui fassent tout, en fait, le plus tôt possible, de les laisser en totale autonomie. On a plusieurs outils qu'on leur apprendre à utiliser et découvrir un nouvel outil, c'est toujours enrichissant et ça donne de nouvelles idées. Ils vont ouvrir des chemins interprétatifs ou imaginaires différents et ça c'est vraiment intéressant. On nous a dit de faire quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs et c'est ce que j'essaie. J'espère que mon œuvre sera exposée à Versailles et chacun pourra la voir et interpréter comme il le sent. Pour moi c'est une thérapie, tout ce qui est manuel, c'est une thérapie. J'adore. Non mais franchement, merci Annabelle de nous faire découvrir des choses comme ça parce qu'on sent cette humanité, on sent que les gens sont heureux, investis. En fait, c'est vraiment ce que disait l'une des adhérentes, en fait. C'est une vraie parenthèse pour eux, c'est-à-dire que c'est leur rendez-vous le jeudi, ils vont faire leur création. En plus, c'est vraiment une création qui va être à Versailles, donc il y a ce côté aussi prestigieux. Il y a la fierté de participer exposé au château de Versailles quand même, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, mais c'est deux. Alors le projet est chapeauté par Charles-Édouard de Surville et Virginie Yassef, qui elle va être dans la partie plutôt artistique. Et l'idée de tous ces petits modules, en fait, l'idée c'est de les emboîter les uns les autres. Et en fait, ils vont sortir par la fenêtre de l'orangerie et ça va faire une sorte d'œuvre complètement improbable. Avec des sons. Voilà, c'est vraiment, comme disait l'une des adhérentes, quand il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on a envie de dire, elle le jette sur le papier. Donc là, elle a fait elle avait fait une sorte d'énorme pépite, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, c'est très chouette, ils ont une fierté hallucinante. Et puis après, on verra dans une autre émission la partie son, qui est aussi très bien travaillée. Et alors, dans les ateliers, en tout cas d'art convergence, on ne parle pas d'art-thérapie, parce que le mot thérapie, comme le dit Laurence Dupin qui gère cette association, on parle de santé, alors que là, on est vraiment dans la créativité, la création, le loisir et le plaisir. Et c'est vrai qu'ils ne disent pas atelier art-thérapie, ils disent atelier art plastique, parce que c'est vrai qu'on oublie un petit peu, ça les sort aussi de le côté thérapeutique permanent. Mais par contre, effectivement, l'art-thérapie existe
Et alors, je ne sais pas si tu as eu affaire à ça pendant ton rétablissement, mais tout ce qui est créatif permet de poser sur le papier ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on n'a pas forcément les mots. C'était le piano qui t'aidait. Qui est-ce qui t'avait mis au piano? C'est ton père, ta mère, c'est toi? Non, j'avais suivi ma meilleure amie de l'époque. Je ne savais pas quel instrument choisir. Elle prenait piano, j'ai fait piano. Par contre, le saxo, ça a été un vrai choix. C'était mon deuxième instrument. Et là, je voulais vraiment, c'est vraiment moi qui voulais faire du saxo. Et donc, tu transmettais toutes tes émotions à travers la musique? C'était du plaisir. C'était, effectivement, s'exprimer autrement, mais après l'écriture a été une thérapie aussi pour moi, enfin bien sûr, de mettre ces mots en mots, c'est aussi une forme de thérapie. MAUX en mots. Oui. D'ailleurs c'est le titre d'un des témoignages des voix du rétablissement, les mots en mots, voilà. Parfois c'est juste des moments de plaisir aussi, d'évasion. Mais oui, tout à fait. Par rapport à tout ce qu'on affronte. Se reconnecter avec le plaisir. Juste, Caroline, la fille là, qui a fait une sorte de nœud papillon, alors elle m'expliquait qu'elle passait des heures à peindre. Parce que ça la défoule et c'est... Tu fais bien, hein. Mais c'est c'est ce que je me disais. Tu fais drôlement bien. Ça c'est ma façon de peindre. Elle doit être plus élégante. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand ça a été très fort pour toi, le moment où tu es allé voir ton père et tu lui as dit que tu étais guérie, mais tu ne nous as pas dit ce qu'il t'avait répondu. Je m'en souviens pas. Tu te souviens pas? Je crois qu'il n'a pas eu de mots. Il n'a rien dit? Ça s'est plus passé dans le regard. Et on lit beaucoup de choses dans les yeux des gens, donc ça a été, je pense qu'il était ému. Il était ému et c'était fort. C'était une manière aussi de dire, malgré les non-dits qui peuvent rester, on reste quand même dans beaucoup de non-dits, dans beaucoup de choses comme ça dans ma famille, c'est une façon de recréer le lien et se dire ok, j'ai compris pourquoi tu as fait ça. Et lui, d'ailleurs, si c'était à refaire, il le referait, parce que c'est quand même ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 27 kilos repris, j'ai tout reperdu, mais j'en ai gardé 7, et c'est peut-être ces 7 kilos-là qui m'ont sauvé la vie. Donc si c'était à refaire, il le referait, aussi douloureux fut cette hospitalisation. Mais ça a été un moment fort, Vive le rétablissement, c'est ce qu'il y a écrit ici. Ouais. Hein, donc vive le rétablissement. Je crois que c'est quelque chose que seuls mes pères peuvent comprendre, c'est que le rétablissement vaut la peine d'être vécu. Et je dis souvent que c'est difficile de se rétablir. Le rétablissement, c'est un effort de tous les jours. C'est du boulot. C'est du boulot de se rétablir, mais c'est moins dur que de vivre avec un trouble alimentaire, par exemple. Merci Annabelle, merci Stéphane pour ces belles chroniques. Merci Sabrina. Les voix du rétablissement, comment on le retrouve? Dans toutes les bonnes librairies? Exactement, sur commande dans toutes les librairies, sur Amazon ou sur le site des éditions Frison Roche. Eh bien, merci infiniment. Donc, à lire absolument, évidemment. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures ici dans Talk Show.